Ouais, cette photo-là, elle illustre ce qu'on a en tête quand on fait des projets. La mer est plate, quoi. La mer est d'huile. Il y a quelques petits éléments de contrôle, hein, mais bon, voilà, on est habitué à des fluctuations assez faibles. Et en fait, ce qui peut se passer dans cette ville du jour au lendemain, c'est ça. Donc, c'est Valence en Espagne. Très grosse fluctuation, beaucoup d'eau, 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Et ça fait des grosses disruptions. Alors, ça illustre assez bien le monde dans lequel on rentre. On rentre dans le monde des fluctuations, des turbulences. On quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Donc ça, c'est ce que disent tous les scientifiques, hein. On rentre dans un monde variable, imprévisible, incertain. Alors moi, je préfère parler de burn-out. C'est à mon avis plus correct. Pas disons que c'est plus explicatif. C'est que ce monde de la polycrise, c'est pas juste, ça nous tombe pas dessus par hasard. Nous l'avons laborieusement construit, ce monde en polycrise. C'est le résultat d'un excès de performance. Alors, le burn-out planétaire, il est assez facile à identifier juste en écoutant les infos, hein. Donc, que ce soit sur le plan écologique, social, le droit international, l'épidémie de burn-out des humains, c'est un peu partout. Mais en fait, ce que je voudrais surtout dire avec cette histoire de burn-out, c'est de bien comprendre cette boucle-là, en fait. En fait, chaque fois qu'il y a une crise, on a besoin de sécurité. Et souvent, la sécurité, on transforme ça en contrôle. Donc, je pense que ça va vous parler sur les pesticides. Parce que sécurité et contrôle sont deux choses très différentes. En fait, le besoin de sécurité, c'est un besoin primaire. Tout le monde a besoin d'être en sécurité. Le fait de traduire la sécurité en contrôle, ça n'a absolument aucun sens. Enfin, c'est pas absolument aucun sens, mais ça n'a pas beaucoup de sens. L'exemple typique, c'est au Moyen-Orient, en Iran, par exemple. Téhéran met des caméras de vidéosurveillance partout, comme dans beaucoup de villes. Ça, c'est de la sécurité via du contrôle. Sauf que quand le Mossad israélien hack les caméras, eh ben, ça met le régime iranien en insécurité. Donc le contrôle, c'est la faille de sécurité. Et c'est ça qui est incroyable, c'est quasiment le contraire de la sécurité, le contrôle. Plus on met de contrôle et plus on se fragilise. Alors bon, bah, manifestement, c'est pas le chemin qu'on a choisi. On a continué à aller dans le contrôle, hein, malgré cette vigilance-là. Donc on continue dans le contrôle. Et pour faire du contrôle, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la performance. Donc on rend les systèmes de plus en plus performants, les technologies, les organisations, les systèmes, parce qu'ils sont plus prévisibles, hein, finalement. Et ben, quand on fait ça, quand on fait des systèmes très performants, et ben, on épuise les ressources. Toujours, hein. Le sprinter qui fait sa performance épuise ses ressources métaboliques. Donc c'est pas une question, c'est toujours ça. On épuise toujours les ressources quand on fait de la performance. Et quand on épuise les ressources, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on prépare la crise suivante. Donc c'est une boucle infernale, c'est un cercle vicieux. Chaque fois qu'on augmente les performances, eh ben, on prépare la crise suivante. Alors je vais vous le dire d'une autre façon, mais c'est la même idée, hein. Quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. Donc c'est toujours un appel à la compétition. Et dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Donc ce n'est pas une question, c'est une observation. C'est toujours vrai. Donc bah, typiquement, si je reprends mon sprinter, il est en compétition avec les autres et il sera violent avec son corps. Le pompier qui est en compétition avec l'incendie, il est aussi violent avec son corps. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc le problème, c'est pas ça, hein, finalement. On est bien content d'avoir un pompier performant, mais vous voyez bien que le pompier, il va pas rester dans le feu très longtemps. Il y a un bouton stop à la performance. Notre problème dans nos sociétés, c'est qu'on n'a pas mis de bouton stop. Donc on fait de la performance du matin au soir. Et donc on est dans une culture de la performance qui est aussi une culture de la violence. Et donc culture de la violence contre les écosystèmes, enfin contre les femmes, les enfants les plus défavorisés évidemment, hein, mais donc aussi contre les écosystèmes. Et donc bah, si vous êtes là, c'est que vous le savez bien. Nous avons construit un système si performant qui dézingue le vivant sur Terre, avec des conséquences dans tous les domaines, pénurie de ressources, le climat, les pollutions globales et donc l'extermination de la biodiversité. Donc tout ça, c'est le produit de notre performance, et donc ça, c'est le burn-out planétaire, voilà, au sens écologique du terme. Et donc je retombe sur mes pattes parce que évidemment que quand on dézingue le vivant, ben, on perd des tampons planétaires, et donc la planète devient plus fluctuante. Donc c'est parce qu'on a perdu ces tampons, quoi. Donc ça, c'est voilà, ça c'est l'état des lieux. Nous sommes dans ce monde-là, en roue libre dans la performance, et beaucoup de nos élites, hein, finalement, nous proposent encore plus de performance. Enfin, quand je parle des élites, hein, c'est Sam Altman, Zuckerberg et compagnie, Trump, Poutine, Netanyahou. Ils sont coincés sur ce logiciel-là, hein, et donc ils font la guerre, hein. Très, très clairement, il y a une forme de logique, hein, d'aller de la performance vers la guerre. Donc ça nous tombe dessus, et ces fluctuations écologiques, elles sont là pour durer, c'est pour longtemps.
Donc, la première question à se poser, c'est comment habiter le monde fluctuant. Maintenant, c'est structurel. Nous sommes pour au moins tout le 21e siècle, plus probablement pour 2 ou 3 siècles, dans un monde qui va devenir de plus en plus fluctuant, de plus en plus turbulent. Donc ça, c'est la partie un peu flippante de l'exposé. On est comme sur un bateau dans une tempête, et le capitaine nous dit que les tempêtes vont s'amplifier en intensité et en fréquence. Alors le capitaine, en l'occurrence, hein, c'est le GIEC, c'est l'IPBES, l'IUCN, mais c'est aussi Davos, l'OTAN, l'OCDE, hein. Donc enfin, il y a une sorte de conjonction pour le bilan. Alors ça c'est un petit peu inquiétant, voire même très angoissant. Mais par contre, ce qui est très rassurant sur cette photo, c'est cet arbre. Parce que les êtres vivants, bah, ça fait des millions d'années qu'ils sont là, et ça fait des millions d'années qu'ils vivent avec les fluctuations. Donc manifestement, c'est possible. Un arbre, hein, ça vit, ça traverse la mauvaise saison chaque année, hein. Donc c'est possible. Voilà. Donc comment font-ils ces êtres vivants? C'est quoi le secret qui leur permet, donc pas toxique ce secret-là, c'est un secret de viabilité. Voilà. Comment font-ils les êtres vivants pour vivre avec les fluctuations comme ça dans la durée? Alors ça tient en un mot, et ce mot, c'est la robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Donc un système robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est la définition dynamique de la robustesse. Et donc ça, c'est bon, c'est très bien décrit depuis très longtemps, hein. C'est un vieux mot, hein, la robustesse, hein, définition dynamique de la robustesse. Donc stable et viable malgré les fluctuations. Et donc ça, c'est ce qui caractérise les êtres vivants. Les êtres vivants, la plupart d'entre eux, hein, sont robustes, et c'est ça qui leur permet de vivre avec les fluctuations. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ils font pour être robustes. Et là, c'est là où c'est très éclairant. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc en fait, ils ne sont pas dans l'efficacité ni dans l'efficience. L'efficacité, c'est atteindre son objectif. L'efficience, avec le moins de moyens possible. Ben, les êtres vivants n'ont pas d'objectif. L'évolution darwinienne, par exemple, on ne sait pas où on va. Ou on pourrait le dire autrement, les êtres vivants ont trop d'objectifs différents. Donc ils sont tous en contradiction les uns avec les autres. Si vous voulez, on ne peut pas être efficace globalement. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas atteindre plusieurs objectifs en même temps. C'est impossible d'avoir tous les objectifs en synergie, quoi. Et ils ne sont pas non plus efficients. Bah, typiquement, un arbre à l'automne, ça perd beaucoup de feuilles, hein. Donc c'est un énorme gâchis de ressources. Donc et ça c'est vrai, quand on analyse les systèmes vivants, il y a des fuites à tous les tournants, hein. Donc c'est vraiment des systèmes pas du tout performants. Alors, en fait, voilà, je prends cette photo du lion, là, qui éclaire assez bien cette situation. C'est-à-dire que nous, les humains qui sont obsédés par la performance, quand on pense à un lion, eh ben, on peut penser au documentaire animalier des années 80 où c'était le moment de la chasse, qui est le petit moment, le court moment de performance du lion, qui va prendre le chemin le plus court. Donc, il va faire de la performance, hein, efficace, efficient. Mais un lion, ça dort entre 16 et 20 heures tous les jours. Donc statistiquement, le lion ne fait pas de performance, hein. C'est surtout de la robustesse. Il recharge les batteries, pour le dire rapidement. Par contre, quand il court, il va dissiper son potentiel. Là, il fait de la performance. Il épuise ses ressources. Alors en fait, ça, c'est ce que nous dit la biologie systémique, biologie des systèmes. En fait, quand on analyse un être vivant dans sa globalité, de façon holistique, c'est qu'on va pas juste regarder le lion quand il chasse, on va pas juste regarder l'hydrodynamisme de l'écaille de requin. On va regarder le lion dans toute sa vie, on va regarder le requin dans toute sa physiologie, sa respiration, le réseau de neurones. Ben, ce qu'on trouve, c'est ça. Inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, erreur, imprécision, etc. C'est que des contre-performances. C'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. Et c'est ça qui permet d'avoir du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre, et donc qui permet de résister en fait dans un monde fluctuant. Mais résister, c'est même pas le mot, hein. C'est juste vivre avec les fluctuations. Les êtres vivants ne luttent pas contre les fluctuations, ils se construisent dessus. Ils vivent avec les fluctuations. C'est pour ça qu'ils sont robustes. Alors, j'utilise toujours cet exemple, mais il est pratique, c'est l'exemple de la température corporelle. Donc voilà, vous savez qu'on est à 37 degrés. Et ben, à 37 degrés, vos enzymes ne sont pas très performantes. Votre système immunitaire n'est pas très performant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les bactéries, les virus rentrent, hein, facilement. C'est open bar, hein, 37 degrés. À 40 degrés, alors là par contre, vous avez boosté, donc c'est la fièvre, hein, donc là vous avez boosté votre système immunitaire, et donc là vos enzymes, votre système immunitaire est nettement plus performant à 40 degrés. Et donc là vous voyez le truc, hein, c'est que on va passer l'essentiel de notre vie à 37 degrés. Ça c'est le mode robuste, parce qu'on a gardé des marges de manœuvre, on n'est pas au maximum de performance, on n'est même pas à l'optimum de performance des enzymes. Donc ça, c'est le mode robuste. Et puis, on va passer quelques jours dans sa vie à 40 degrés, mais seulement quelques jours, hein. C'est vraiment très peu de jours à 40 degrés.
Ça, c'est le mode performant, donc fragile. Parce que à 40 degrés, en général, on est très fatigué. Bah oui, c'est normal parce qu'en fait, là, on est en train de faire l'expérience d'un burn-out moléculaire. Nos enzymes sont en train de s'épuiser. Donc, elles ne peuvent pas tourner comme ça ad vitam aeternam, hein. C'est 3 jours maximum en continu à 40 degrés. Après, il faut revenir à 37 degrés. Donc, vous voyez en fait où est le ratio, hein. Très clairement, c'est pas 50-50, hein, performance-robustesse, hein. C'est très clairement la robustesse loin devant la performance. Sur cet exemple-là, mais on peut en trouver plein d'autres. Alors ça, c'est ce que nous disent les êtres vivants. Et en fait, les êtres vivants, c'est pas une exclusivité du vivant, ça, ce compromis entre performance et robustesse. En fait, c'est une loi générale, c'est une loi universelle. Quand on augmente sa robustesse, il faut prendre plus de marge de manœuvre et donc être moins efficace, moins efficient. Donc c'est vrai pour n'importe quel système. Un ingénieur qui fait un avion qui va aller dans les turbulences, donc qui va affronter le monde fluctuant, bah, cet avion de ligne fonctionne à 50% de ses capacités, hein. On n'en voit jamais un avion fonctionner à 100% de ses capacités, hein. Il n'aurait aucune marge de manœuvre. Et puis, il y aura 3 systèmes autopilotes sur 3 technologies différentes, sur 3 circuits différents. Donc, redondance, hétérogénéité, c'est la même chose, hein. Donc, dès qu'on voit le monde fluctuant, on fait des systèmes robustes. Et donc, l'évolution, quelque part, vit avec les fluctuations et donc sélectionne des systèmes robustes. Les systèmes vivants sont d'abord des systèmes robustes. Donc, bah, nous, société humaine qui avons été drogués à la performance pendant des années, des décennies, bah, voilà une inversion qui s'ouvre à nous et donc qui est incarnée par le monde vivant. Donc, là, je prends l'exemple ici du mot progrès. Donc, le progrès, ça fait très longtemps que, on pense que le progrès de l'humanité, c'est des gains de performance. On peut revenir quasiment au néolithique, l'invention de l'agriculture, où on a commencé à augmenter la performance des plantes, la performance des animaux, hein. La domestication, hein, c'est du grossissement, hein. On augmente les rendements. Et puis après, ça s'est pas arrêté, hein. Les plantations, la colonisation, la mécanisation, on peut aller jusqu'à l'IA aujourd'hui, hein. Tout ça, c'est une course vers toujours plus de performance. Alors, ça a marché pendant un temps, mais aujourd'hui, on se rend compte que la flèche du progrès, c'est une courbe en cloche. C'est-à-dire que plus on augmente la performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Donc l'exemple typique des pesticides est assez clair. On fait des pesticides de plus en plus performants et ben donc ça dézingue de plus en plus le vivant. Donc vous savez très bien, hein, que aujourd'hui on épand moins de pesticides, mais ils sont nettement plus toxiques qu'avant, hein. Les néonicotinoïdes par exemple, voilà. Donc en fait, on augmente la performance pour faire finalement de la performance financière qui va dézinguer encore plus rapidement le vivant. Donc c'est très clair que le futur du progrès de l'humanité, hein, ce ne sera pas des gains de performance. Ça, c'est pas possible. C'est que si on continue comme ça, ben, on finit vraiment par dézinguer le vivant et donc il n'y a plus de progrès de l'humanité parce qu'il n'y a plus d'humains, tout simplement. Il faut juste penser aux abeilles, hein, voilà. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humains. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple, c'est une inversion. Le futur du progrès, ce sera guidé par la robustesse. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un changement copernicien, c'est un changement de civilisation. Ça fait 10 000 ans qu'on est guidé par la performance. Maintenant, il va falloir être guidé par la robustesse. Alors, vous voyez, je le dis au futur, hein, sans aucune hésitation, on n'a pas le choix, hein. Le monde va fluctuer de plus en plus, donc il faudra être plus robuste. Pour être plus robuste, il faudra baisser en performance. Il n'y a pas le choix, hein. Ça, c'est thermodynamique. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas être très performant et très robuste à la fois. C'est pas possible. Si on est très performant, on est très expert, très spécialisé, très optimisé, très canalisé, très adapté, et donc très peu adaptable. Donc, on s'est enferré dans une voie étroite et on ne peut plus en sortir. Donc, dans un monde fluctuant, c'est une impasse. Quand on fait de la robustesse, quand on est très robuste, bah là c'est l'inverse. On diversifie, on explore, on expérimente, donc on est très adaptable et donc on n'est jamais vraiment adapté. Ça c'est la robustesse. Alors c'est vraiment une inversion complète, hein, et donc là c'est une inversion culturelle. Il va falloir sortir de l'idée que la performance est toujours une solution. Il va falloir plutôt considérer la performance comme un mal nécessairement transitoire, cantonner la performance aux pompiers dans l'incendie. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des pesticides, ça veut dire que les pesticides, on les utilise une fois tous les 10 ans quand il y a vraiment, vraiment, vraiment le seul recours possible. Mais sinon, on les utilise jamais. On se place dans les conditions dans lesquelles on n'a pas besoin de mettre de pesticides et ça s'appelle l'agroécologie, hein, pour le dire rapidement. Alors, c'est bien joli tout ça, mais ce qui vous a pas échappé, c'est qu'on était encore dans le monde de la performance, voire même de l'ultra-performance. Donc, comment on fait pour basculer?
Alors, les êtres vivants sont pleins de bonnes solutions, en tout cas peuvent nous donner des pistes. Et donc, c'est notamment le cas des nuées d'oiseaux. Les nuées d'oiseaux, c'est des systèmes qui changent rapidement, qui se métamorphosent, qui changent de forme, qui tournent à droite, qui tournent à gauche. Et manifestement, ça se fait sans dégâts, sans chute, quoi. Il n'y a pas de collision, hein, les oiseaux ne tombent pas. Donc, c'est de la transformation non violente. Alors, comment on fait de la transformation non violente? Comment on pourrait basculer de la performance à la robustesse de façon non violente? En s'inspirant des nuées d'oiseaux. Eh ben, c'est très simple, si on regarde les nuées d'oiseaux, elles se transforment, les nuées d'oiseaux, en fait, c'est très simple, il faut suivre les oiseaux qui sont à la marge, à la périphérie. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe, parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. Donc c'est eux qui vont voir le prédateur, l'autre nuée d'oiseaux, donc ils vont se synchroniser en périphérie et ils vont contaminer le cœur du système. Donc c'est toujours voilà, centripète, hein, c'est de la périphérie vers le cœur. Donc ça c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons et c'est vrai pour la plupart des systèmes sociaux biologiques. Et c'est vrai pour aussi énormément de systèmes sociaux humains. La chute des empires, la Révolution française, tout ça c'est les marges qui font basculer le système. Alors, donc ça veut dire que si vous voulez voir le monde basculer de la performance à la robustesse, ne passez pas trop de temps sur les chaînes d'infos continues. Parce que là, vous avez le cœur performant, ringard, zombie, où il n'y a plus rien à apprendre. C'est un monde qui s'est enferré dans ses illusions. Et d'ailleurs, c'est un monde qui n'a que des projets de mort. Donc, non seulement qui fait des pesticides, mais qui veut déménager sur Mars, une planète morte, qui fait des bunkers, bah, c'est des tombeaux. Sam Altman, il veut que son cerveau il aille dans une machine, eh ben, il veut mourir, hein. En fait, ces gens-là, ils veulent être invulnérables. Le seul moment où on est invulnérable, c'est quand on est mort. La vie, c'est la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est pour les êtres vivants qui se soignent. La fragilité, c'est pour les objets qui se cassent. Et donc, en fait, paradoxalement, les personnes qui veulent être invulnérables se fragilisent et donc vont mourir plus vite. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas regarder le cœur du système, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose à en tirer. Regardez plutôt les oiseaux à la marge, donc les collectifs de citoyens, les entreprises, les associations qui sont déjà dans les fluctuations, parce qu'ils sont déjà en train d'inventer des systèmes robustes. Et alors, ça ressemble à quoi? Alors là, c'est très joyeux. Plein de choses. Donc, c'est évidemment l'agroécologie, l'agroforesterie, hein, comme je disais, où on remplace les dépendances externes aux engrais, aux pesticides, à la technocratie distante par de la biodiversité dans le territoire, qui remplace les engrais, qui remplace les pesticides, qui met beaucoup plus de biomasse dans les sols, qui stocke du CO2, mais sous forme de biomasse dans les sols, qui produit beaucoup plus de biomasse pour faire des objets biosourcés, biodégradables, compostables, qui remplace le plastique qui remplace le pétrole, qui remplace les terres rares. Donc c'est ça, hein, notre futur, c'est une bioéconomie circulaire basée sur de l'agroécologie. Là encore, hein, il n'y a pas le choix, hein. L'agriculture intensive, elle a une quinzaine d'années devant elle, hein. Il reste 15 récoltes. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop dépendant de dépendance lointaine. Là, on est à deux doigts d'une crise des engrais à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc c'est un modèle qui est moribond. C'est juste que bah, au cœur du système, il y a des gens qui ont du pouvoir et de l'argent, et donc on n'entend parler que d'eux. Bah, c'est Arnaud Rousseau, hein, ou c'est Laurent Duplon. Alors au passage, hein, c'est Laurent Duplon. C'est quand même assez incroyable de s'appeler comme ça. Mais bon. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est le monde avant qui s'effondre. Donc il y a encore de l'argent, hein, donc, qui est très visible dans les médias, Bolloré et compagnie, mais depuis 20 ans, en Europe, les surfaces agricoles en agroécologie augmentent. C'est pas une tendance, c'est pas une mode, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est le modèle. Un autre exemple, c'est dans l'économie, des nouveaux modèles. Donc c'est l'économie de l'usage, l'économie du partage. Donc c'est des économies en fait où on sort de l'économie de la production qui demandait de la stabilité, des ressources abondantes pour aller vers une économie du partage. Donc on bascule de l'abondance matérielle vers l'abondance des interactions. On passe du parasite à la symbiose. Et donc c'est des modèles nettement plus joyeux, beaucoup plus participatifs et où on résout le problème du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on ne le résout pas en distribuant des subventions ou des allocations. Le pouvoir d'achat, on le résout en se plaçant dans les conditions où on n'a plus besoin d'acheter. Donc, c'est les médiathèques, c'est les ludothèques, c'est les objets tech, c'est l'entreprise de l'ESS, les biens en commun de Yann Lemoine. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est voilà, en fait, c'est les voitures partagées, c'est les trottinettes partagées, c'est les vélos partagés, c'est tout ça, quoi. Donc ça, c'est en train d'arriver. Et puis, il y a aussi les approches participatives, donc les conventions citoyennes, les architectures participatives et d'autres exemples. La Fédération française des trucs qui marchent, par exemple, la FFTM. Tout ça, c'est des approches participatives où on partage des inventions et on les met en commun.
en Creative Commons, partagé, partageable, en CC by SA. Et là, il se passe d'autres choses, quoi. Donc tout ça, ça existe hein, aujourd'hui. C'est pas une fiction pour 2050 ou pour 2100, c'est déjà là. Donc ce monde-là, eh ben, il ne demande qu'à éclore, en fait. Et donc plus ça fluctuera dans le monde entier, et plus ces modèles-là vont faire leurs preuves, parce qu'ils sont robustes. Les modèles ultra performants vont se planter, vont dévisser très très vite. C'est déjà le cas, hein. Enfin, juste pour donner un exemple d'entreprise, Nike, par exemple. Nike, hein, une grosse entreprise bien connue. Le patron a décidé de faire de la performance en 2021 en faisant une économie basée beaucoup sur du numérique. Bon, bah, Nike a dévissé de 70% en capitalisation boursière en 3 ans, hein. Donc les ultra-performances sont en train de tomber sous nos yeux, hein. C'est Stellantis, c'est Evergrande, c'est enfin, plein, hein, c'est Boeing, des très gros hein, qui ont pensé jamais être déboulonnables. Bah, en fait, non, ils sont en train de tomber les uns derrière les autres parce que en général, ils ont un directoire qui est encore coincé dans la performance, quoi. Et donc plus ils avancent, plus ils se plantent, hein. C'est l'ère de la performance contre-productive, hein, comme disait Ivan Illich. Alors, je vais quand même vous donner un exemple dans le territoire qui est chouette, c'est le Saint-Martin-Auxigny. Donc, ça, c'est pour les inondations. Donc, à gauche, un commun négatif, un héritage hein, du remembrement. Donc, une rivière canalisée pour augmenter les surfaces agricoles, stratégie de performance. Bah, quand on fait ça, on hérite surtout d'une autoroute à eau. Et donc, dans un monde fluctuant, ça va envoyer de l'eau très rapidement dans le village voisin. Et donc, ça va faire des gros dégâts. Toujours pareil, hein, optimiser, fragilise. Quand on augmente la performance, c'est violent. Alors, on hérite de ça, et donc, qu'est-ce qu'ont fait les habitants? Bah oui, ils ont, à droite, là, hein, ils ont retracé une rivière, ils ont reméandré la rivière, et ben cette rivière, elle est plus erratique, elle est plus lente, moins performante, on pourrait dire, et ben sauf que maintenant, quand il pleut, elle déborde dans la parcelle, et elle n'inonde plus la ville. Et donc là, on a désoptimisé le paysage pour enrobuster le territoire. Donc c'est une stratégie très claire où on a compris que la performance du monde d'avant nous amenait dans le mur. Et donc au contraire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enrobusté le territoire en réduisant la performance de la rivière. Alors c'est un exemple, mais des comme ça, il y en a plein. Et là, ce que j'aime bien dans cet exemple-là, c'est qu'on en parle au journal de France 2 à 20 heures. Donc les marges sont en train de contaminer le cœur, hein. Donc ça arrive, ça arrive. Alors je vais vous donner quand même une petite question sur les technologies. Et ça va répondre aussi très fort sur les pesticides, c'est la même idée, hein. En fait, comment on fait dans un monde qui est obnubilé par les nouvelles technologies, hein, donc les pesticides en font partie, pour, et en même temps, vivre la révolution de la robustesse? Est-ce que c'est possible d'avoir des nouvelles technologies et de faire de la robustesse? Est-ce que c'est incompatible? Est-ce qu'il faut forcément revenir au Moyen Âge? Voilà, comment ça marche? Comment on articule les deux, quoi? Alors, c'est très simple, en fait, il faut juste réaliser que nous avons toutes et tous été victimes d'un hold-up mental. On nous a fait croire, et on a bien voulu croire, que le monde de la performance était technophile. Alors, il faut juste réaliser que c'est le contraire. Le monde de la performance est profondément technophobe. Parce que les technologies très performantes, en fait, elles écrasent les technologies plus anciennes. Quand on met des pesticides dans les champs, on oublie des savoir-faire basés sur la biodiversité. Parce que c'est très performant et donc on va faire que des pesticides. Et par défaut, on va faire ça et on ne saura plus faire des noisetiers sans mettre de pesticides. Tout simplement parce qu'on a perdu les savoir-faire. L'agroécologie, on n'a pas attendu, hein. C'est pas si nouveau que ça, hein. On en faisait il y a longtemps, hein. L'Amérique du Sud l'a réactivé dans les années 80, et puis après nous, on l'a réactivé. Mais finalement, c'est des savoir-faire qu'on a un peu perdus, quoi. Donc en fait, ça, c'est voilà, c'est le monde de la performance. En fait, il est technophobe parce qu'il écrase des technologies plus anciennes. Et en plus, il éloigne les citoyens de la technologie. Quand on utilise des pesticides, on n'a pas la main sur la technologie. On dépend de BASF, on dépend d'une technocratie distante. On est aliéné. Ce sont des technologies aliénantes. Les technologies performantes sont aliénantes, toujours. Donc ça, c'est technophobe. Dans le monde de la robustesse, hein, vous me voyez venir à 3 km, le monde de la robustesse, bah oui, évidemment qu'il est technophile, hein, le monde de la robustesse, parce que ce qu'on cherche dans la robustesse, on adore les nouvelles technologies, hein, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'elles soient robustes et au service de la robustesse du territoire. Voilà, c'est les deux seuls critères. Donc par exemple, l'impression 3D, on va certainement garder, hein, parce que ça permet de rendre des objets réparables à vie. Oui, ça, on va certainement garder, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire des maisons en terre crue. On va garder aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est de la technodiversité. Comme on veut préserver la biodiversité, eh ben, on veut préserver la technodiversité. Donc c'est facile en fait, ça, hein. C'est la robustesse, c'est la diversité. Et en plus, on développe des technologies que les citoyens doivent être capables de manier, de s'approprier, de réparer, de faire évoluer.
Donc, c'est des technologies émancipatrices. Donc, autant vous dire que les pesticides ne sont pas émancipateurs. Il n'y a vraiment rien du tout d'émancipateur. Donc, évidemment que ça, c'est de l'ancien monde, hein, c'est vraiment de l'ancien monde. Donc, en fait, voilà, faut pas se tromper, hein, le monde robuste, il est technophile. Et donc, c'est les ultra performants qui sont technophobes, hein. Il ne faut vraiment pas le perdre de vue, ça. Alors, bah, du coup, bah, voilà, je vais conclure, hein, pour vous donner une boucle en fait. Donc ça, je vous redonne ma boucle de départ, hein, c'est la même. Donc voilà, la crise, hein, qui pousse à plus de performance et la performance qui épuise les ressources et donc qui alimente la crise. Donc ça, c'est le hamster dans sa roue de la performance, extrêmement toxique. Et ben, l'antidote à tout ça, c'est tout simple, c'est une autre boucle. En fait, c'est une boucle donc, qui commence pareil, hein. Chaque fois qu'il y a une crise, on a besoin d'être en sécurité. Ça, c'est un besoin primaire, hein. Donc ça, on ne peut pas le changer. Et c'est très bien. C'est un besoin primaire comme le besoin de s'alimenter, le besoin de respirer. Tout le monde a besoin de ça. Besoin d'être en sécurité. Un enfant a besoin d'être en sécurité pour se développer. Donc ça, on ne va pas le changer. Par contre, au lieu d'aller vers plus de contrôle, on va vers moins de contrôle. On prend de la distance avec le contrôle. Et donc c'est là qu'il y a la rupture culturelle. C'est compliqué de se dire que pour être en sécurité, il faut réduire le contrôle. Ça veut dire que c'est quoi réduire le contrôle? C'est augmenter les marges de manœuvre. Juste pour vous donner un exemple, si je suis dans la performance, si j'ai un vélo qui crève, je vais mettre des rustines, quoi. Voilà. Et comme ça, j'essaye, bon an, mal an, d'avoir mon vélo et d'avoir une mobilité dans le territoire. Si je suis dans la robustesse, si j'ai le pneu de mon vélo qui crève, eh ben, c'est pas grave, parce que dans le territoire, il y a des tramways, il y a des voitures partagées, il y a une trottinette, il y a un voisin qui peut m'amener. En fait, j'ai plein d'autres solutions. Donc, si mon vélo crève, en fait, je suis en sérénité. Donc, la sécurité devient de la sérénité parce que j'ai des marges de manœuvre, j'ai une diversité de solutions. Alors, ces marges de manœuvre, bah, évidemment que c'est de la robustesse, hein. Quand on augmente les marges de manœuvre, on va contre la performance, donc on augmente la robustesse. Et quand on augmente la robustesse, ce qui est incroyable, c'est qu'on régénère les ressources. Bah, typiquement, l'agroécologie, c'est ça, hein, c'est de la biodiversité, donc en fait, on va régénérer les écosystèmes. Quand on régénère les écosystèmes, on augmente les tampons planétaires. Et donc, en fait, on va réduire, on va atténuer les futures crises. Et donc, cette boucle-là, c'est la boucle de la sérénité, qui en fait est la cure à long terme de la boucle du stress, de la performance. Donc, il faut bien les deux, hein, par contre, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'un ou l'autre. Le pompier, il est à droite dans l'incendie. On a besoin d'un pompier performant. Donc, on a besoin du stress parce que ça permet d'être très sensible aux signaux faibles, donc de répondre de façon très rapide, très performante. Un pompier dans le feu, hein, c'est un dictateur, hein. Il est très performant, hein. C'est très descendant, il n'y a pas d'approche participative, hein. C'est vraiment, on y va, quoi. Mais ça dure 20 minutes. Donc, la boucle à droite, c'est 20 minutes. Le pompier, quand il a fini avec l'incendie, il se repose, il s'entraîne, bah, c'est la boucle de gauche. Là, c'est les marges de manœuvre, la robustesse, et puis il régénère ses ressources métaboliques, par exemple. Donc ça, c'est pour un pompier, mais c'est pareil pour la planète, c'est pareil pour une organisation, c'est pareil pour une entreprise, c'est pareil pour un territoire. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Donc la question, hein, encore une fois, hein, c'est pas une révolution, c'est comme ça depuis très longtemps. C'est juste que nous, les sociétés humaines contemporaines, on s'est fait embrigader, endoctriner par le culte de la performance et on a oublié la boucle de gauche. On n'est quasiment que dans la boucle de droite. Et c'est toxique, c'est mortifère. Donc c'est là quelle est la toxicité, hein. C'est dans cette extrême performance, quoi. Et donc les pesticides, finalement, c'est un symptôme, quelque part. Enfin, en tout cas, c'est un des acteurs de cette performance. Mais ce qu'il faut questionner derrière les pesticides, c'est l'injonction à la performance. S'il n'y a plus d'injonction à la performance, il n'y a plus de pesticides. Et donc là, on démine le problème à la racine. Donc, si je vous le dis différemment, c'est plus simple, mais c'est une balance. Et donc, c'est un équilibre. On est en train de changer de monde. Dans un monde qui était très stable, en tout cas, dans l'idéologie du monde stable, on pouvait jouer à la performance. On pouvait faire de la compétition, des guerres, tout ça. Et puis, quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Bon, bah, maintenant qu'on est dans un monde fluctuant, de plus en plus fluctuant, de plus en plus turbulent, avec des pénuries chroniques de ressources, pénurie de moutarde en 2022, par exemple, anecdotique, mais symbolique quand même de ce qui se passe. Bah, dans un monde de la polycrise, bah, on fait de la robustesse tout le temps et de temps en temps, on autorise la performance. Encore une fois, c'est le pesticide qu'on va autoriser une fois tous les 10 ans en cas d'extrême nécessité. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce monde de la robustesse, il arrive, et c'est absolument incroyable de voir. Enfin, c'est quand même assez récent, hein. C'est en 5 ans, moi j'ai vu émerger de nombreuses structures qui incorporent la robustesse dans leur raison d'être. Alors, c'est parfois un peu maladroit, c'est parfois en chemin, enfin, c'est voilà, hein, évidemment, c'est organique, tout ça, c'est vivant, hein. Mais par contre, une fois que c'est intégré, ça, on va pas l'enlever, hein. Une fois que la robustesse est rentrée, on va pas l'enlever, hein. Donc, une fois que la robustesse est rentrée, en fait, on a un levier. Parce qu'une entreprise, une association, un territoire qui se dit robuste doit questionner sa performance.
C'est pas possible autrement. Et donc là, en fait, on a un levier de viral, hein, quelque part, pour changer les cultures, quoi. Donc là, c'est autant de territoire école qu'il faut explorer, quoi. Alors en fait, moi, j'ai un conseil à vous donner pour la robustesse. Alors, si vous voulez enrobuster vos territoires, si vous voulez, ou vos approches ou votre lutte, alors la façon performante, hein, c'est de faire venir un expert de la robustesse. Alors j'espère que vous me suivez toujours, mais faire venir un expert, c'est du clé en main descendant, donc c'est performant. Alors on va apprendre plein de trucs rapidement, mais on va rien s'approprier. Et donc, ça sera une béquille. Le jour où c'est la crise, si on dépend de l'expert, l'expert, il n'est pas dans le territoire. Donc, c'est fragile. Donc, une façon beaucoup plus robuste de faire les choses, eh ben, c'est de créer des communautés apprenantes de la robustesse. Communautés apprenantes. Alors, ça, c'est de l'apprentissage social. Donc, ça veut dire que vous prenez 5 ou 6 personnes qui veulent enrobuster leur projet. Et bien plutôt qu'elles le fassent chacune dans leur coin, elles le font ensemble. Donc elles explorent la notion, elles voient les angles morts, les freins, les opportunités. Et là, ça crée un collectif qui est capable de déplier de la robustesse dans le territoire. Le jour où il y a une crise, c'est eux qu'on va aller voir. Et ils sont dans le territoire, donc ils vont pouvoir transformer le territoire. Et ça pourra s'aimer. Donc là, je vous partage ce site web, larobustesse.org, parce que ça a été créé par Gatien Bataille et Laurent Marceau. Alors, Gatien, c'est quelqu'un qui est un naturaliste qui est très impliqué justement sur le soin au territoire, donc il sera un bon allié pour vous. Mais donc Gatien et Laurent, ils ont créé ce site web qui regroupe des tas de ressources qui sont toutes libres en Creative Commons, partagées, partageables. Donc il y a des posters, des écrits, des jeux, une fresque, des vidéos, des audios, des trames de conférences, enfin vraiment il y a énormément de choses. Donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Donc il commence à y avoir des communautés apprenantes territoriales. Alors beaucoup en Bretagne, Brest et Robustesse, voilà, Vannes et Robustesse, etc. Et puis il y a des communautés apprenantes thématiques. Donc, éducation, formation et robustesse, logement et robustesse, agriculture et robustesse. Donc, on pourrait très bien imaginer, je sais pas moi, lutte biologique et robustesse, ou enfin, en tout cas, je sais pas si on pourrait appeler ça phytosanitaire, mais en tout cas, voilà, il y a certainement des choses à imaginer. Ok, donc ça, c'est vraiment mon seul conseil, mais c'est comme ça qu'on enrobuste les territoires, hein. Et donc, je vais terminer avec un peu de littérature. Donc, voilà, des bouquins, si vous voulez creuser la question. Donc, notamment le petit tract Gallimard, Antidote au culte de la performance. Donc, ça, c'est un texte de 60 pages, un texte d'intervention, disponible dans toutes les bonnes bibliothèques, évidemment. Ça permet de dérailler de la performance pour aller vers la robustesse. Il y a des bouquins chez Odile Jacob, et notamment le plus biologique, peut-être le plus qui va vous intéresser le plus, c'est La troisième voie du vivant. Donc il y a beaucoup d'exemples dans le vivant, justement, pour la robustesse et qu'on peut décliner dans la société. Notre manifeste pour une santé commune, qui est peut-être le plus cœur de cible pour ce public. Manifeste pour une santé commune, en fait, c'est pour dépasser le One Health. Sortir des trois santé, santé des humains, santé des animaux et santé de l'environnement. Parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, cette architecture-là n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi isoler la santé des animaux du reste, hein? S'il fallait isoler une santé, c'était la santé des bactéries finalement, hein. C'est celle qui est la plus éloignée de nous, quoi. Bon, c'est un peu une récupération par le milieu vétérinaire de la santé, quoi, hein, du monde biomédical. Donc, plutôt que de parler de One Health qui oublie la santé sociale très souvent, il y a des super projets hein, de One Health, mais il y a souvent des projets où on va juste aller chercher des chauves-souris dans des caves pour augmenter la santé curative contre des futurs virus, hein. Donc, en fait, ça, c'est c'est la santé très étroite. La santé commune, c'est autre chose. C'est juste comprendre que la santé humaine dépend de la santé sociale et que la santé sociale dépend de la santé des milieux naturels. C'est une pyramide. Et donc, en fait, si on prend soin de nos milieux naturels, hein, c'est parce qu'on a compris que le monde était fluctuant. Et donc, il fallait prendre soin des milieux naturels pour avoir ce tampon planétaire hein, qui nous permet de vivre dans les fluctuations si on prend soin des milieux naturels. Pour prendre soin des milieux naturels, on le fait à plusieurs. Donc ça, c'est de la santé sociale. De la santé sociale. Si on fait de la santé sociale, alors il y a des expertises qui arrivent, et là, on va commencer à construire des modèles économiques. Et donc l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et donc c'est un peu ce qu'on dit dans notre manifeste pour une santé commune. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a peut-être, oui, de la pub pour le prochain qui va sortir en mai, Chronique d'un monde qui craque. C'est une revue de presse avec une moitié d'exemples d'ultra performants qui se plantent complètement. Et donc c'est pratique, parce que ça permet d'illustrer le monde de l'ultra performance qui est en train de mourir sous nos yeux. Et puis l'autre moitié, c'est des exemples, des initiatives robustes dans les territoires, très inspirantes et qui nous donnent même des clés
Donc, à force d'avoir des tas d'exemples, on commence presque à avoir presque des recettes, un programme politique, quoi. Alors, évidemment que c'est pas une recette au sens à appliquer exactement pareil dans le territoire, mais c'est des idées, quoi, pour déployer, adapter, faire évoluer ces solutions-là dans les territoires. Voilà, bah, je vais m'arrêter là, comme ça, on a un peu de temps pour les questions. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. C'était riche et complet. Je pense qu'on a tous engrangé plein d'informations. Vas-y, Sylvie, je t'en prie. Oui, merci, c'était passionnant, merci pour cet exposé. On le voit bien effectivement, nous, dans le domaine autour de l'agriculture et des pesticides, qu'effectivement, on va dans un mur, on n'arrête pas de le dire, euh, mais on a l'impression quand même souvent de crier dans le désert. Et surtout que face à nous, il y a des gens qui ont toujours une idée d'avance pour relancer une solution hyper performante, euh, un pesticide plus pointu. Il n'y a plus d'eau, mais on va faire des méga bassines ou des super méga bassines. Donc, toutes ces questions qui relèvent de la fuite en avant. Mais la question, c'est comment convaincre les principaux acteurs, les acteurs politiques et économiques les plus importants. C'est justement eux qui ont l'avenir en main et c'est eux les plus durs à convaincre. Alors, je vais dire deux choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible. Les politiques qui répondent le mieux à ces questions-là, c'est les politiques locaux. Les politiques nationaux, bah, si on prend, ouais, enfin, je ne vais pas prendre des noms, mais il y en a plein qui sont en fait pas conscients. Donc c'est comme les oiseaux dans la nuée d'oiseaux, c'est les oiseaux qui sont au cœur de la nuée. Ils ne voient que les autres oiseaux voisins, ils sont aveugles au monde. Si on n'est jamais sorti du 6e arrondissement de Paris, probablement qu'on ne comprend rien au monde dans lequel on est. Bon, malheureusement, on en connaît. Donc ça arrive. Donc la cible, c'est commencer par les politiques locaux. Et d'ailleurs, il y a des villages qui ont interdit les pesticides avant d'avoir des réglementations nationales, hein. Donc c'est vraiment au niveau local. Deuxième chose, ne vous épuisez pas à lutter contre le cœur du système. Parce que le cœur du système, c'est une zone pathogène. Une zone pathogène, c'est quoi? C'est une zone contre laquelle on s'épuise ou contre laquelle ou avec laquelle on se corrompt. C'est ça le problème, c'est que le cœur du système est épuisant et corrompant. Corrompant, c'est très difficile à dire. Donc, en tout cas, encore une fois, une façon beaucoup plus non violente, positive, constructive de le faire, c'est de faire des alliances latérales. Donc, pareil, dans la nuée d'oiseaux, regardez les oiseaux autour de vous. Donc, ça veut dire que si vous êtes uniquement entre personnes concernées par les pesticides, ça risque de ressembler à, enfin je force le trait, hein, mais ça peut ressembler à une forme de corporatisme, de gens qui sont remontés contre les pesticides. Si vous faites des alliances avec les éboueurs, avec des anthropologues, avec des SDF, avec ouais, des couches sociales différentes, des secteurs différents, des PDG, etc., là, vous créez une minorité active. Une minorité active, c'est pas forcément très gros, hein, c'est une minorité, mais par contre, ça doit être très hétérogène, hyper divers, hein, très hétérogène. La minorité active, qu'est-ce qu'elle fait? Elle active une majorité silencieuse. Parce qu'en fait, il y a une majorité de la population qui est contre les pesticides. 2 tiers des citoyens français veulent accélérer la transition écologique. 2 tiers des citoyens français veulent la zéro artificialisation nette. Donc en fait, 2 tiers des pareil, hein, qui veut accélérer sur la transition énergétique. Donc en fait, il y a une majorité dans tous les partis, hein, de LFI jusqu'au Rassemblement national, hein. Donc c'est vraiment une majorité énorme en fait. Il y a pas de backlash écologique. Ça, c'est une construction médiatique. La population française est de plus en plus en faveur de l'écologie. C'est juste qu'il y a la loi du plomb, c'est juste qu'il y a Arnaud Rousseau. Ça, c'est le cœur du système qui freine tout le monde. Donc il y a une majorité. Donc il faut l'activer, cette majorité silencieuse. Comment on fait pour l'activer? Avec une minorité active. Donc ça veut dire que l'enjeu pour nous, hein, finalement, eh ben, c'est d'élargir la lutte. D'élargir la lutte avec des acteurs qui n'ont rien à voir avec vos sujets. Ça, c'est compliqué. Parce que, évidemment, comment on fait le lien avec des éboueurs, avec, voilà, c'est compliqué, quoi. Mais par contre, une fois que c'est fait, ça, c'est inarrêtable. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a encerclé le cœur du système. Et donc, le cœur du système, c'est le seul qui est ringard, en fait. Et donc, il est obligé de basculer avec les marges. Et donc, c'est non violent. C'est ça qui est extraordinaire avec ce truc-là, c'est que c'est non violent et c'est joyeux parce qu'on fait des alliances latérales. Donc, c'est pas de la lutte enfin, déprimante, hein, c'est vraiment de la lutte active.
Alors, ça peut prendre plus de temps. Je dis pas qu'il faut arrêter les luttes frontales, hein. Il faut en faire aussi, parce qu'il faut quand même poser le problème et dire que ça suffit, quoi. Enfin, Marc-André Selos, quand il fait ses conférences, il est assez frontal, il a bien raison, hein. Mais ça suffit pas, quoi. En fait, ça permet de faire des électrochocs, mais derrière, il faut une minorité active qui ringardise le cœur, quoi. Alors, il y a quand même il y a des leviers quand même. Je pensais notamment aux députés qui ont voté la loi du plomb. Quand il y a eu la pétition avec les 2 millions de personnes, ça c'était une forme de minorité active, par exemple, parce que ça a rassemblé des citoyens de vraiment de tous bords. Et ben, ces députés qui ont voté la loi du plomb se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. En fait, ce sont les députés, enfin, c'est le scandale du sang contaminé du 21e siècle. C'est-à-dire que ces députés-là, on va aller les chercher. On dit alors, quand on va commencer à avoir des cancers chez des enfants, etc., on va leur dire, ben là, à cette époque-là, tu avais voté cette loi. Donc, il ne faudra pas les lâcher, hein, évidemment. Enfin, c'est pas une menace hein, que je suis en train de dire là, hein, mais c'est juste dire qu'ils le savent. Il y en a plein qui ont regretté leur vote après. Donc, ceux-là, il ne faut pas les lâcher, il faut aller les voir. Et à la limite, il faut envoyer un courrier à tout le monde pour dire, est-ce que vous regrettez votre vote pour la loi du plomb? On peut en discuter, parce que c'est le moment. Là, on vous laisse une fenêtre, et vous allez être des alliés pour faire basculer le système. Donc, si la minorité active inclut des députés, on va dire, repentis, ça, c'est génial. Ça peut vraiment faire accélérer les choses, quoi. Voilà. Enfin, donc, en tout cas, c'est quelques pistes pour avancer. Merci Jacqueline. Oui, en tous les cas, merci pour votre présentation et votre démonstration qui est tout à fait éloquente. Et moi, euh, tout en m'étant beaucoup investie sur le domaine des pesticides, comme sur beaucoup d'autres domaines en santé environnementale, ce qui est beaucoup plus large, mais qui implique forcément la qualité de notre vie dans un cadre de monde vivant, et pas de monde mort, comme vous l'avez signalé. Mais je pense que l'IA est l'emblème même de ce que vous avez démontré. C'est-à-dire qu'on veut précipiter tout le monde vers l'IA qui va tout résoudre, qui va tout mettre en équation et en algorithme pour pouvoir faire que la vie soit facilitée à tout le monde. Et c'est le mur que l'on prend de plein fouet. Et ça, c'est quelque chose qui, je sors du problème des pesticides, mais c'est exactement la même métamorphose vers laquelle on devrait aller pour essayer de limiter la toxicité de ces nouveaux outils qui vont être dramatiques pour la population. Merci beaucoup. Oui, merci. Ben, en effet, moi, je suis bien d'accord, hein. On a le monde de la performance, c'est un monde c'est la captologie, quoi. On veut nous garder devant les écrans pour qu'on soit sidéré et qu'on soit encore moins en capacité de résister, hein. Donc c'est vraiment, enfin, c'est même pas un on un peu, c'est pas de la théorie du complot, hein. C'est juste que c'est ce qui se passe, quoi. C'est que les gens restent devant leurs écrans et du coup ils manifestent moins, hein. Alors, et l'IA là-dedans, elle est évidemment, c'est une sorte de super pouvoir, une super hypnose là-dedans. Et en effet, c'est de la performance en roue libre. Alors, bon, il y a quand même des choses là aussi qui vont nous surprendre, enfin, qui vont faire que ça va pas forcément durer très longtemps. Il y a ce que Charles Perrow appelle, alors Perrow avec un W à la fin, ce que Charles Perrow appelle l'accident normal. L'accident normal, c'est ce qui concerne les systèmes, alors que ce soit des systèmes informatiques, des organisations, des écosystèmes, enfin tout ce qu'on veut, hein, n'importe quelle organisation, qui sont très compliqués et très interdépendants. Les systèmes qui sont très compliqués, donc qui demandent beaucoup d'éléments différents et puis qui en plus sont très interdépendants, ils sont dans la zone de l'accident normal, c'est-à-dire que la question, c'est pas de savoir s'il va y avoir un accident, mais quand il va y avoir un accident. Alors, l'IA est dans la zone de l'accident normal. Le numérique est dans la zone de l'accident normal. Le pétrole est dans la zone de l'accident normal. L'hélium du Qatar est dans la zone de l'accident normal. Enfin, tout ça, hein, c'est l'eau dessalée du Koweït, c'est pareil. Donc tout ça, c'est des systèmes hyper compliqués, hyper interdépendants, et c'est en train de craquer sous nos yeux. Ça, c'est l'accident normal. Donc nous sommes dans l'ère de l'accident normal. Et donc l'IA ne va pas y échapper. Quand on voit Sam Altman qui demande 1400 milliards de dollars d'investissement l'année dernière, alors qu'il fait que 15 milliards de résultats, qui est le remboursement d'une dette, hein. Bon, les investisseurs sont bien sympas de lui payer son investissement. Ils vont encore le faire cette année. Mais l'année prochaine, quand il va demander 3000 milliards, ils vont lui dire, bah, t'es bien gentil, mais on arrête, quoi. Donc, en fait, c'est le système qui craque, hein. Donc, bon, je suis assez confiant sur le fait que l'IA D'ailleurs, j'ai rencontré plein de banquiers qui m'ont dit, mais la question, c'est pas de savoir si la bulle de l'IA va exploser, c'est quand elle va exploser. Ça peut être ce soir, hein. C'est vraiment, c'est extrêmement fragile. Donc en fait, mais quand je dis ça, si je reprends sur mon histoire de technophilie,
on peut imaginer des IA qui s'hybrident avec la robustesse. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il faut qu'elles soient, ces IA? Eh ben, il faut qu'elles soient très peu performantes. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. C'est qu'en fait, ce serait des IA où on met les mains dans le code. Donc, c'est vraiment des outils, quoi, très customisés, très local. Et en fait, on n'est plus du tout dans ChatGPT, on n'est plus du tout dans des IA planétaires, quoi, qui n'ont vraiment aucun, enfin, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, quoi, et qui sont surtout mortifères, hein. Par contre, si on a des petites IA pour des outils locaux qui vont nous donner d'autres idées, bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais il faut vraiment que ce soit au service de la coopération dans les territoires en personne. Si c'est juste de l'IA qui nous soutient de la coopération numérique, ça sert à rien, oui. Quoi. Enfin, on est d'accord. Frédéric? Bonjour et merci Olivier et aussi pour toute l'énergie que tu donnes à travers toutes tes conférences parce que j'en ai regardé plusieurs et chaque fois voilà, c'est trop bien. Alors moi j'ai une Merci. question sur la robustesse du point de vue de l'organisation Mhm. et du point de vue humain. Parce qu'en fait, à Nature et Progrès, donc on a une fédération, on est en partie robuste, on coche certaines cases, on va dire, de lenteur, d'incohérence, de machin, etc. Et puis sur les objectifs, un système participatif de garantie, c'est plutôt fait pour être robuste, c'est un commun, voilà. Ceci dit, on a quand même des salariés, des bénévoles qui s'épuisent parce qu'on a une liste de tâches longue comme le bras. Et on fait même pas tout ce qu'on devrait faire pour bien le faire. Et du coup, moi, j'aimerais arriver, et notamment, surtout du point de vue des salariés, en fait, à arriver à mettre du jeu dans les rouages, comme tu dis, à gagner des marges de manœuvre. Mais c'est un discours qui est difficilement entendable par les bénévoles, parce que c'est eux qui cotisent, qui payent le salaire de ces personnes, et donc ils s'attendent à ce qu'ils fassent, non pas qu'ils se mettent en burn-out forcément, mais qu'ils fassent vraiment tout, et donc on doit justifier enfin, tous les temps de travail. Mhm. Mhm. Et j'arrive pas à trouver d'argument pour débloquer Ouais, un peu la situation là-dessus. bien sûr, bien sûr. Alors, peut-être que le retour sur investissement des bénévoles, hein, finalement, parce qu'on parle de ça, hein, finalement, c'est de produire des communs. C'est-à-dire qu'en fait, quand une association produit des communs, ça va servir à tout le monde. Donc en fait, les bénévoles vont être moins demandeurs de performance si c'est plus visible, si les communs sont plus visibles. Et donc il y a peut-être un travail à faire sur la visibilité des communs que produit l'association. Donc ça, c'est plus pour le retour sur les bénévoles, en fait, s'il y a des communs, ils n'ont pas de raison de demander plus de performance, en fait. Et ces communs, ils peuvent être largement co-construits avec les bénévoles en plus. Donc en fait, là, ça dilue un petit peu l'émission. Mais je suis d'accord, en fait, et c'est pas, les associations actuellement souffrent hein, beaucoup, hein, justement parce que les subventions baissent, les fluctuations augmentent. Donc voilà, on est vraiment dans le cisaillement, là. Donc, alors, ce qui est compliqué là, c'est que parfois, les associations vont jouer le jeu de la performance. Par exemple, vont répondre à des appels à projets compétitifs. Et donc là, en fait, en jouant le jeu de l'appel à projet compétitif, on se fragilise. Toujours pareil, parce que ça, c'est de la performance. Donc une façon plus... alors, c'est pas toujours facile à faire, hein, mais c'est de faire dérailler l'appel à projet compétitif en appel à commun. Ça veut dire que les associations qui répondent à l'appel à projet compétitif, en fait, mutualisent en amont la réponse. Comme ça, quand il y a une qui récupère le projet, ben, en fait, il y a une forme de partage, quoi. Et donc ça permet d'avoir de la robustesse territoriale associative, quoi. Donc il y a des choses qui existent déjà, hein. C'est par exemple la Wallonie, en Belgique francophone, qui maintenant ne finance que des projets qui s'engagent à produire des données partagées, partageables. Enfin, des données, des outils, des biens, des services partagés, partageables. Ben ça, déjà, ça veut dire que ça sera forcément mutualisé à la sortie. On ne finance plus des projets où c'est privatisé, quoi, où c'est juste pour une association ou pour un sous-groupe de personnes. Une autre chose qu'on peut faire, c'est ce que font les districts industriels italiens. Alors là, c'est plutôt dans le monde de l'économie. C'est des petites PME qui seraient très fragiles dans la mondialisation, hein, si elles étaient des petites PME spécialisées toutes seules comme ça, là. Ben, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles font un pot commun ensemble. Donc c'est de la maroquinerie, c'est du transport, enfin ça n'a rien à voir, hein, mais elles font un pot commun, elles répondent ensemble à des appels à projets compétitifs européens. Mais vu qu'elles sont ensemble, ben, en fait, elles n'ont pas délocalisé depuis les années 70. Elles sont hyper robustes, alors que c'est des petites PME, quoi. Bah, voilà, ça, c'est des petites leçons qui peuvent donner des idées. Encore une fois, hein, c'est des formes d'alliances latérales.
Et puis après, les bénévoles, il faut peut-être leur changer leur statut. En fait, c'est dans le monde de la performance, le citoyen, c'est un consommateur. Et donc le bénévole, oui, bien sûr, c'est un coopérateur, mais s'il demande beaucoup des salariés, ça veut dire que quelque part, c'est aussi un consommateur. Alors peut-être qu'il faut dire que le bénévole, c'est un coopérateur. Et donc un coopérateur, la coopération, c'est quoi? La coopération, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. C'est ça la définition de la coopération. La collaboration, c'est l'addition des performances. En fait, on espère que la somme des succès individuels fait un succès collectif. Donc ça, c'est le gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui perd, hein. Les humains collaborent beaucoup et les écosystèmes payent l'addition, hein. C'est un peu ça, hein. Donc la coopération, donc c'est entre humains et non humains, hein. La coopération, c'est vraiment, voilà, on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Ben, en fait, si le retour de cette coopération, c'est qu'on est en sérénité dans le territoire, ça, c'est un produit émergent de l'association qui a une valeur, en fait. Et donc, peut-être que c'est ça qu'il faut rendre plus visible. Et ça demande des salariés, ça demande des bénévoles qui sont des coopérateurs. Enfin, il y a peut-être voilà, peut-être moyen de. Après, faut aussi dire les choses. Quand on est salarié, on a quand même un certain nombre d'heures à faire. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut Oui. tout lâcher, voilà, hein. Enfin, on est d'accord, hein, mais disons que c'est plutôt l'ensemble, quoi. Les salariés va fonctionner si tout le monde coopère, quoi. Et après, ça peut être aussi élargir le groupe. Peut-être qu'il y a d'autres catégories à trouver, quoi. Il y a les bénévoles, mais il y a aussi le client final. Je sais pas si vous vendez des choses, etc. Ben, le client final peut être un coopérateur aussi, quoi. Par exemple, le supermarché coopératif, c'est le client, un jour par mois, il passe derrière la caisse. Et c'est lui qui est finalement. Donc, alors, ça peut être très ponctuel, mais ça peut être voilà, des choses comme ça qui, en fait, mélangent un petit peu plus hybride, un peu plus, quoi. Est-ce que juste je peux compléter la question? Bon, sur la question des bénévoles, je comprends vraiment l'intérêt de faire des alliances latérales, mais là aussi, c'est une idée qui est difficile à faire passer parce que ça va avec le fait de lâcher un peu des choses que vous faites actuellement. Déjà, vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire, pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Mm. Et ça, c'est pareil, c'est difficilement entendable en fait. Ouais, alors en fait alors, un beau modèle de système robuste, c'est l'archipel. L'archipel, c'est des îlots qui sont donc là, il y a toute la robustesse, hein. Il y a des redondances, il y a de l'hétérogénéité, donc ça tique toutes les cases. Mais ce qu'on oublie souvent dans l'archipel, c'est qu'en effet, c'est très robuste parce qu'il y a plusieurs fois la même chose dans des îlots différents. Mais surtout, il y a un océan qui lie les deux. Et donc, pour moi, le rôle d'une association, le cœur du rôle de l'association, c'est de travailler sur l'océan, de travailler sur le commun des communs, ce qui fait liant, en fait, entre les différents îlots, quoi. Et ça c'est pas forcément très facile, hein, mais ça veut dire qu'il faut faire un changement culturel. Si on est dans un commun des communs, eh ben oui, on a une expertise, donc on va être dans un îlot, mais ce qu'on fait, on le partage, on l'apprend à d'autres, d'autres peuvent le faire aussi. Ça, c'est un commun des communs. Donc ça veut dire qu'on a peut-être des plateformes, d'ailleurs, qui sont numériques ou pas numériques, mais qui permettent de partager ça. Ça, c'est l'océan. Enfin, si je caricature, hein, mais si on a des îlots qui sont hermétiques, les uns à côté des autres, ça ne sera pas robuste, quoi. Donc, il faut des porosités, quoi, entre les îlots, quoi. Et l'océan, c'est la porosité. Et cette porosité, c'est pas naturel. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel. C'est surtout dans le monde dans lequel on aime bien son précaré, quoi. Donc, on va rapidement rendre ça très hermétique. C'est ce que dit Laurent Marceau quand il fait des conférences, quand il parle des oasis. Le risque d'un oasis qui s'installe dans un territoire, c'est qu'il crée un désert autour. C'est que dans l'oasis, c'est super, mais sauf qu'on s'intéresse absolument pas à son territoire, parce qu'on est tellement bien dans son oasis qu'on est hermétiquement fermé, quoi. Et là, ça va commencer à ressembler un peu à une secte, les gens vont se polariser, etc. Et donc là, c'est vraiment très terrible. Dans un oasis, on doit avoir de l'intérêt pour son territoire, en fait, aller voir ce qui se passe ailleurs. Des gens qui ont des opinions complètement différentes, on va les voir, quoi. Et là, c'est les désaccords féconds de Patrick Vivray, hein. Bah, là, on fait des porosités, là, on travaille le commun des communs, et là, en fait, voilà, on élargit le problème et certainement qu'on est plus robuste, quoi. Bon, c'est facile à dire, hein, et puis c'est très abstrait la façon dont je le dis là, mais en gros, c'est enfin, un exemple pratique pour ça, c'est le pompier dans l'incendie. On va dire qu'il est communiste, ce pompier dans l'incendie. Bah, dans l'incendie, si son collègue il est d'extrême droite, il sera très content d'avoir son collègue d'extrême droite. Euh, dans les fluctuations, tout ça, ça saute, hein. Et donc, voilà, ça, c'est les porosités.
Merci. Ok, vous avez d'autres questions? Ça nous éclaire, hein, tous ces liens que vous faites par rapport au monde associatif, c'est toutes nos interrogations. Et comme vous le dites, les associations ont des difficultés aussi, qu'elles soient financières, humaines ou dans les objectifs qu'elles cherchent à atteindre. Et on se fait un peu tous malmener en ce moment. Et c'est pour ça, je pense que votre intervention est importante aussi pour bien comprendre dans ce qui se joue. Et je pense Mm. que ça nous éclaire tous. Jacqueline? Oui, ben justement, merci à Secret Toxique de nous avoir permis d'élargir l'archipel et de voir comment l'océan est profond et qu'il faut mettre des bateaux pour les relier. Oui, exactement. Oui, non, Exact. mais il y a plein de choses à imaginer, hein. Si vous avez des problèmes de financement aussi, il y a des rustines qu'on peut trouver, hein. Enfin, la philanthropie, par exemple, c'est une rustine. C'est pas pérenne, hein, la philanthropie, hein. Pour ça, c'est fragile, c'est une béquille, hein, quand même. Mais ça sert à ça, la philanthropie. C'est la rustine quand l'État est plus là, quand on manque de subventions, bah, c'est quand même très utile. Et donc, mais une philanthropie, pour avoir un soutien de la philanthropie, bah, si vous avez une assiette plus large, parce que vous avez fait des alliances latérales, il y a plus de chances d'avoir ce lien de la philanthropie. Et pareil, enfin, voilà, et vous construisez, enfin, on peut jouer quoi. C'est un dosage à trouver. Aussi, ce que je disais sur le pompier dans l'incendie, si vraiment vous avez des difficultés, faut pas s'interdire de faire des moments de performance. Fait qu'en fait, il faut penser un peu à l'envers. C'est que quand tout va bien, on investit dans la robustesse. Quand c'est la crise, on autorise la performance. Donc parfois, si vous devez faire des choses qui sont moins cœur de cible pour vous, que vous trouvez que c'est un peu anecdotique, mais par contre ça va permettre la pérennité de l'association, bah faut pas le négliger ça. Mais par contre, il faut mettre une date de péremption. Ça c'est faut pas dévoyer l'esprit, la raison d'être de l'association, évidemment, hein. Ça c'est. Mm. Mais par contre, ponctuellement, bah, c'est toujours pareil. Oui, c'est très modéré finalement la robustesse, hein. C'est qu'en fait, on va parfois faire le contraire de ce qu'on voudrait faire. Mais tout simplement parce qu'on a compris que l'incohérence, ça fait partie de la robustesse. Si on est trop cohérent, hein, si on est vraiment trop rigide sur ses principes, eh ben, là, on devient très performant finalement. Et ça commence à ressembler à une secte, quoi, pour le dire. La secte, hein, c'est le maximum de cohérence, hein. Tout le monde pense la même chose. Du coup, c'est très silencieux, hein. Les gens parlent plus, quoi. Ouais. Donc voilà, vive les incohérences aussi pour, dans les situations de crise, quoi. Erika, ton micro est coupé pour l'instant. Ça va venir, ça va venir. Non, je suis désolée. Non, je voulais revenir à la notion de robustesse, mais robustesse par rapport au corps, Mm. notamment puisqu'on a une politique, notre corps est à disposition des politiques, au travers de la politique de santé notamment. Enfin, on le voit bien, hein, en termes de pesticides, on s'attaque à peut-être à guérir le cancer, mais pas à s'attaquer aux causes structurelles. Et ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir robustesse si le corps trouve à un moment son autonomie dans des collectifs, sûrement, parce que ça, vous axez beaucoup sur le collectif et non pas sur l'individuel. Et tout ça, c'est un peu le concept de biopolitique de Michel Foucault, où le corps est en fait aliéné par le pouvoir, que ce soit par les prisons, système de santé, système de l'asile. Et je sais pas comment votre concept de robustesse peut s'interpréter si Ah on oui, parle ah, du... ça marche très très bien. Bah, tout à l'heure, je parlais de la captologie là, sur les écrans. Ça, c'est aussi notre corps, hein, qui est coincé à nos yeux, Ouais. qui sont coincés sur des écrans. Bon, c'est ce que Michel Serres disait déjà à l'époque, hein. Il disait on a gagné 3h37 d'espérance de vie chaque jour et nous passons 3h37 devant la télé. Voilà. Donc voilà, le monde de la performance a capté les gains de temps libre. Donc là, maintenant, on peut le dire différemment. On a gagné, enfin, un jeune, hein, de 18 ans a gagné 400 000 heures de temps libre, hein, sur toute sa vie, hein, avec une vie, on va dire, moyenne à 90 ans. Voilà, ça fait quasiment 45 ans de temps libre, hein. Donc si on enlève le sommeil, le travail, les études, il reste 45 ans de temps libre. Enfin, c'est incroyable, hein. Donc 400 000 heures. Et ben de ces 400 000 heures, il va en passer 330 000 devant un écran. Mm. Donc ça, c'est le monde de la performance. En fait, le monde de la performance, c'est le monde de la canalisation. Donc l'écran, alors pour ça, c'est exceptionnel parce que là, on est vraiment, pas là, on est tous devant des écrans, mais c'est vraiment le temps d'écran, c'est assez incroyable. Donc en effet, il y a la biopolitique, elle résonne très fort avec ça. Donc ça veut dire que quand on fait de la robustesse, on va plutôt être dans l'émancipation, y compris pour son corps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le corps n'est pas forcément inféodé aux politiques. Alors c'est
Donc, bah, c'est l'otium, hein, finalement, hein. C'est-à-dire que c'est le, contre le négocium, quoi. C'est le temps libre, vraiment, le temps réellement libre. C'est-à-dire que c'est pas du temps mis à profit du profit. Voilà. Le négoce, c'est ça, hein, finalement, c'est du temps mis à profit du profit. Donc, c'est juste du temps libre. Donc, ça veut dire, alors, c'est une forme de résistance au biopolitique. Donc, c'est notamment comment on fait pour dérailler de cette captologie-là. Eh ben, il faut créer des moments d'arrêt. Alors, il y a plein de façons de faire. Des bugs. Donc, quand on met des bugs dans des systèmes, bah, d'un seul coup, les gens déraillent, quoi. Ça peut être aussi un burn-out, hein. Donc là c'est plus gênant, mais c'est le corps qui s'arrête avant le cerveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le corps dit, bah là, tu vas pas te lever ce matin, là. Tu vas rester dans ton lit et tu peux faire tout ce que tu veux, tes muscles ne bougent pas, ne se contractent pas. Donc tu es coincé dans ton lit. Ça, c'est le burn-out. Donc c'est une façon de s'arrêter aussi, hein, mais c'est avant de faire une crise cardiaque finalement, hein. Donc le burn-out, c'est juste avant, quoi. Donc c'est très bien. Ça fait partie des soupapes, enfin en tout cas enfin, des seuils, quoi, à ne pas dépasser. Mais il y a aussi d'autres façons de faire. On peut faire un séjour sabbatique, par exemple. Un séjour sabbatique, on passe un an dans un autre pays. Et ben là, on va voir les choses très différemment et on s'arrête, en fait. On arrête la roue. Mais on peut aussi une exposition artistique, une rencontre avec des artistes, un spectacle, un art vivant, une expo, quelque chose qui nous touche, qui génère du trouble. Quand ça génère du trouble, on déraille, quoi. En fait, c'est notre corps qu'il faut troubler. Il faut créer la crise, hein. En fait, il faut juste comprendre, et ça va résonner très fort avec la biopolitique, que le contraire de la crise, c'est le pétrin. C'est qu'en fait, quand on est dans la performance, on est dans le pétrin. C'est cette fameuse roue qui tourne. C'est le hamster qui tourne dans sa roue et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Là, il est dans le pétrin, le hamster. Là. Et donc, c'est toxique. Et ça va générer le burn-out. Quand il y a le burn-out, quand on a cette rencontre artistique, quand on a cette sabbatique, qu'on crée ce moment d'arrêt, le hamster sort de la roue. Il déraille. Et je dis bien dérailler, parce qu'avant, il était sur des rails, hein. Donc là, il déraille. Et ben, il est en crise. Ben, quand on est en crise, on n'est plus dans le pétrin. C'est une excellente nouvelle. En fait, quand on est en crise, enfin, on n'est plus dans le pétrin. Et là, on ouvre un nouveau chemin. Et donc, bah, pour le corps, c'est pareil, en fait, hein. Faut créer des moments où son corps déraille, quoi. Voilà, pour sortir du biopolitique. En tout cas, du contrôle politique du corps. Et alors, je rebondis sur quand vous proposez des activités artistiques qui sont peut-être plus faciles que de faire une année sabbatique. Enfin, c'est plus de l'ordre du quotidien. En tout cas, ça, je veux dire, ça vient alimenter le quotidien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'appel aux émotions, enfin, écouter ces émotions? Ouais, bien sûr. On n'a pas entendu le mot émotion, enfin, dans votre Oui, oui. conférence. C'est vrai, c'est un tort. C'est un tort. Bon, il y a plein de mots qui ont manqué, mais Oui, oui, l'émotion, non, en mais effet. Ouais. Mais l'émotion, non, non, c'est essentiel. Alors là, je peux faire un petit parallèle avec ce que raconte Hartmut Rosa entre l'accélération et la résonance. En fait, ma dichotomie performance-robustesse résonne très fort avec la dichotomie accélération-résonance d'Hartmut Rosa. C'est qu'en fait, quand on fait, dans un monde de la performance, on accélère. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est le hamster qui tourne. Quand on accélère, on se désensualise. C'est Mm. Stefano Boni dans son bouquin Homo Confort. Quand on cherche du confort avec de la performance, on se désensualise. Nos interactions avec le monde, c'est avec des boutons poussoirs. Donc en fait, des odeurs, on les supporte plus, hein. Il y a des couleurs qu'on veut plus voir. Quand quelqu'un nous touche dans le métro, on va dire pardon. Tout ça, c'est des relations désensualisées au monde. Par contre, quand on fait de la résonance, on a compris que face à l'accélération, enfin l'injonction d'accélérer, la solution ne se trouvait pas dans le temps, mais dans l'espace. Il faut se relier à son espace, à son territoire. Donc, et c'est là qu'on se resensualise. Donc, si on passe du temps dans son territoire, alors bah oui, on va sentir des odeurs, on va avoir des surprises, on va méditer, on va observer. Et là, les émotions, c'est des émotions qui viennent du milieu. C'est notre relation au milieu qui crée des émotions. Et donc, si on accélère, on n'a plus d'émotions. C'est le conducteur dans sa voiture sur l'autoroute. Le Mm. but, c'est il arrive vite à destination et qu'il rencontre personne sur la route. Donc le but, c'est qu'il soit dans un bunker. Et c'est un bunker, cette voiture qui roule à pleine vitesse. La résonance, c'est vibrer avec son territoire. C'est ça la résonance finalement. Et donc c'est la symbiose. La symbiose, c'est ça finalement. C'est densifier ses Oui. interactions avec son territoire. En fait, il faut juste réaliser que on dit souvent le mouvement slow, c'est ralentir, etc. Les gens, ils veulent pas vraiment ralentir, hein. C'est pas vraiment une pulsion humaine profonde de ralentir. Par contre, ce qui est une pulsion humaine profonde, c'est d'interagir. Nous sommes des êtres sociaux. Et donc, des êtres sociaux, ça veut dire qu'on interagit entre nous, mais on interagit avec le milieu naturel, on interagit avec notre corps, on interagit de plein de façons. Les émotions, hein, c'est se mettre en mouvement par l'interaction finalement. Ben, pour interagir, il faut ralentir.
tout simplement. C'est, si on accélère, on interagit moins. Si on ralentit, on interagit plus. L'exemple pratique, c'est la plaque de verglas. Quand il y a une plaque de verglas, on ralentit. On ralentit pas parce qu'on adore cette plaque de verglas et on a envie de l'observer. C'est juste qu'on a besoin de se cramponner et on a besoin d'interagir avec le sol, quoi. Donc pour augmenter les interactions, on ralentit et on s'accroche, quoi. Bah, c'est pareil dans le monde fluctuant. C'est comme une plaque de verglas. Il faut interagir plus. Donc on fait plus de symbiose, plus de coopération. Et ça, c'est le monde de la résonance. Donc c'est le monde de la robustesse. Et donc en effet, les émotions, elles émergent quand on interagit. Si on n'interagit pas, il n'y a plus d'émotions. Et juste pour terminer, moi je trouve que dans tous les collectifs hein, qui sont, enfin en tout cas Cancer Scolaire dont je fais partie, il y a les émotions qui sont présentes dans le collectif et qui sont très présentes dans les actions et c'est ça qui fait aussi une bonne communication. En tout cas, le message passe bien s'il y a de l'émotion quelque part qui transite hein, dans ce message. Enfin, Absolument. je sais. Oui, oui, absolument. Les messages non incarnés, parce que quand c'est Ouais. incarné, il y a de l'émotion avec, sont très stériles finalement, hein. Mm. C'est important. Bon, là, ce que je vous ai présenté, moi, c'était peu incarné finalement. Bon, je suis juste biologiste, quoi, donc c'est ça qui me donne mon incarnation, mais c'est peu incarné. Bon, c'était un peu en mode performant. Je vous ai raconté beaucoup de choses en peu de temps, donc c'est une contradiction flagrante de tout ce que je vous ai raconté. Mais en effet, hein, enfin, oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Ouais. Tout à fait d'accord. Ouais. Mais on l'a vu avec le printemps brillant, enfin toutes ces manifestations collectives joyeuses et le message passe bien. La joie, c'est de la résistance, hein. Voilà, c'est ça. Parce Ouais. qu'en fait, quand on est joyeux, en fait, c'est quand on a peur, hein, quand on est triste, on joue le jeu du cœur du système, qui D'accord. veut qu'on soit déprimé. Parce que quand on est déprimé, en fait, on est addict. Enfin, en gros, l'équation, elle est simple, hein. Quand on est dans le culte de la performance, quand on est très performant, on est très expert, donc on est addict. On voit plus le monde, on est addict aux écrans, on est addict au travail, on est addict à quelque chose, quoi. On est très expert, donc on est très canalisé. L'addiction, qu'est-ce qu'elle produit? La dépression. Parce que quand on est addict, il y aura toujours un jour un grain de sable dans son canal qu'on a si laborieusement creusé. Donc l'addiction conduit à la dépression. Et donc ça, c'est ce que le monde de la performance veut, parce que quelqu'un qui est dépressif sera toujours canalisé. Là, c'est du biopolitique à fond. Au contraire, dans le monde de la robustesse, on veut diversifier les chemins. On veut être adaptable. L'adaptabilité, c'est le contraire de l'addiction. Donc, quand on est adaptable, il y a toujours plein de chemins possibles. Bah, donc, on peut pas vraiment être déprimé parce qu'il y a toujours plein de. Enfin, en théorie, évidemment, hein, mais en général, c'est quand même plus difficile d'être déprimé parce qu'on a plein de plans B, quoi. Je fais de la clarinette, mais je peux faire aussi du jardinage, mais je peux aussi. Ouais, enfin, plein de choses, quoi. Et donc, là, on sort de ça, quoi. Mais en effet, hein, et donc, ça, c'est joyeux. Alors, quand on est adaptable, on peut faire plein de choses, c'est plus joyeux. Et la joie, c'est une résistance. Parce qu'en Mm. fait, on montre au cœur du système qu'on n'a pas besoin de lui pour être joyeux et que son monde est triste. Donc c'est ouais, sans coup faire rire, hein, c'est non violent. Enfin, Mm. qui veut vivre sur une Merci, autoroute, hein, qui veut vivre sur une autoroute? Ça fait pas très envie. Frédéric. Euh, Ouais, dans ce que tu présentes dans d'autres conférences, il y a beaucoup d'inversions de Ouais. pensée. Tu dis la robustesse, et c'est vrai, c'est vraiment des inversions de beaucoup de choses. Et donc, il faudrait arriver à penser, en tout cas à trouver des mécanismes pour se méfier de la manière dont on parle, dont on présente les choses, dont on pense. Est-ce que toi, de la même manière que vous avez développé un peu un test de robustesse, un stress test, quoi, qui est intéressant, est-ce que vous avez réfléchi ou commencé à développer un peu une méthodologie pour arriver à penser en inversion? Ouais. Alors l'inversion, en fait c'est une question d'articulation. Donc par exemple, si je dis que notre problème c'est le dérèglement climatique, donc notre problème c'est du CO2, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Ben là, en fait, je vais commencer à développer des solutions pour réduire la quantité des émissions de CO2. Donc, par exemple, je vais faire des batteries au lithium, je vais faire des usines de capture directe du CO2. Bon, bah, ça va surtout faire des quotas carbone qui sont privatisés, ça va faire des effets rebonds. Donc, en fait, ça va générer, au contraire, ça va continuer à alimenter la machine, quoi. En fait, quand on commence par ça, bah, ça marche pas, en fait. Ça aggrave le problème. Donc l'inversion, c'est juste de réaliser qu'une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Et donc très souvent, quand on identifie un problème, on pense que c'est le sujet. Alors que, en fait, très souvent,
Ça doit être le complément, ça doit être la fin de la phrase. C'est que le problème, le climat, eh ben, c'est pas la contrainte d'entrée, ça doit être le produit de sortie. Donc ça veut dire qu'on va créer les conditions qui permettent de résoudre le problème du climat. Ces conditions, il y a vraiment, ce serait vraiment un miracle si c'était aussi du climat. Enfin, ce serait très étonnant que ce soit la même chose que la cause, ça donne la même conséquence. En fait, c'est donc pour le dire rapidement, quand on fait de l'agroécologie, eh ben, on résout le climat. Parce que là, en fait, c'est un billard à trois bandes, hein. Ça, c'est l'articulation. Et donc, en fait, quand on inverse les phrases, en fait, c'est très facile. La sobriété, c'est pareil. Si on commence par la sobriété, par imposer la sobriété, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va générer de l'ébriété par les effets rebonds. C'est les avions sobres qui induisent le surtourisme, le low cost et l'ultra fast fashion, quoi. Donc la sobriété, c'est pas le sujet, c'est le complément. Il faut créer les conditions qui génèrent de la sobriété. Bah, ces conditions, par exemple, alors c'est l'agroécologie, pareil, mais c'est aussi le tout réparable. Le tout réparable, c'est des objets qui ne sont pas sobres, mais qui durent, qu'on transmet, et ça génère de la sobriété. Donc inverser les phrases, ça c'est vraiment, c'est un exercice tout simple, mais quand on a un problème, en fait, il faut le mettre plutôt à la fin. Et en fait, de façon plus générique encore, la vigilance, c'est que quand on a identifié des problèmes, il faut surtout pas les résoudre. Il faut les faire disparaître. Alors vous allez me dire que c'est une galipette sémantique. En fait, pas du tout, hein. Bah, tout à l'heure, je parlais du pouvoir d'achat, par exemple. Le pouvoir d'achat, si on considère que c'est un problème et qu'on veut le résoudre, eh ben, on va distribuer des subventions. Et donc là, en fait, on rend les gens encore plus aliénés, encore plus dépendants d'une subvention. Et eux, ils vont continuer à penser que le pouvoir d'achat, c'est vraiment indispensable et qu'ils veulent avoir leur subvention pour continuer à pouvoir acheter. Alors maintenant, si on fait l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, eh ben on se place dans les conditions où il n'y a plus besoin d'acheter. On a fait disparaître le problème du pouvoir d'achat. Et ça, c'est le Graal, hein, faire disparaître le problème. Donc les pesticides, c'est pareil. Si on a des pesticides et qu'on veut résoudre le problème des pesticides, eh ben, le risque, c'est qu'on trouve des alternatives bio aux pesticides, etc. Et en fait, bah, on reste toujours dans l'idée qu'il faut des pesticides. Et donc il faut toujours des monocultures avec des pesticides qui sont bio, quoi. Alors, si on fait de l'agroécologie, on fait plus des monocultures, parce qu'on a compris que la monoculture attire le pathogène. Et donc, on crée des cultures hétérogènes, de la syntropie, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Quand on fait des cultures hétérogènes, eh ben là, on a créé les conditions dans lesquelles on n'a plus besoin de pesticides. On n'a plus besoin de lutte bio, enfin, on n'a plus besoin de pesticides bio ou pas, quoi. C'est juste que c'est l'hétérogénéité qui fait que ça va résister, quoi. Et il y aura un peu de chute, il y aura peut-être 30% de baisse de rendement, mais vu qu'on aura fait de la diversité, on est sûr d'avoir un rendement stable chaque année, quoi. Donc on va plus chercher le rendement maximal. Et bah ça, voilà. Là, on a fait disparaître le problème, le pesticide n'est plus nécessaire, quoi. Il est beau le monde avec vous. Non, mais alors, encore une fois, hein, c'est pas une utopie, hein. Il est là, ce monde-là. Je C'est ça sais, qui est mais j'ai dingue. hâte qu'on y soit, j'ai hâte Il est qu'on y là, soit. il est là. Je suis pas en train d'inventer un truc, hein. Il est là. C'est ça qui est, moi, ce qui m'étonne, c'est que en 2026, en fait, moi, je suis un peu comme quand on voit des films avec des gens qui fument dans les avions. Je suis un peu comme ça en fait. Je me dis, bah, quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui fument dans les avions quand même. Bah si. Et ben aujourd'hui, moi je vous invite à faire un safari de l'absurdité. Au supermarché par exemple. Safari de l'absurdité, c'est voir des des aliments ultra transformés, moins chers que des produits frais du territoire. Ah, ça, c'est absurde. Sur les écrans, un robot qui vous demande si vous êtes un humain. Ah, ça c'est aussi absurde, hein. Il y a des trucs comme ça, mais il y en a plein, 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 hein. Mais il faut aussi. Donc ça, c'est le cœur du système qui est en train de se planter. Mais moi, je vous invite surtout à aller voir la périphérie, justement. Tout ce monde robuste qui est là et qui n'attend que qu'on lui ouvre la porte, hein, finalement. En fait, c'est plutôt une question de monter en échelle. Il est là. À vrai dire, on est bien mieux équipé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, si on avait eu une rupture systémique, on avait moins de tout réparables, on avait moins d'agroécologie, on avait moins d'associations impliquées dans les territoires, hein. Donc aujourd'hui, s'il y avait une rupture systémique, on serait mieux équipé. Mais maintenant, la question, et c'est une question vraiment purement politique, là, au sens noble du terme, c'est comment on fait pour monter en échelle. Et donc, d'où les minorités actives. Et donc, voilà, mettre cette robustesse qui ringardise la performance, à mon avis, c'est un levier important, parce que c'est un levier culturel, quoi.